22 ans de mariage ont pris fin au moment où j'ai franchi cette porte. Elle n'était pas désolée. Elle était agacée que je l'ai découvert. Je n'ai rien dit et je suis parti. Au lever du soleil, j'avais coupé tous les ponts. Puis quelqu'un m'a appelé avec des informations qui ont tout transformé en quelque chose de bien plus sombre. Je m'appelle Brandon. J'ai 44 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout compris à la vie. Je suis consultant senior et copropriétaire de Kinsley Management Consulting, une entreprise que j'ai bâtie à partir de rien avec mon pote d'université, Brett Kinsley. Nous nous sommes rencontrés en première année à l'université du Texas à Austin, sommes devenus inséparables, et après notre diplôme, nous avons décidé de nous lancer en affaires ensemble. Depuis 20 ans, nous aidons des entreprises de taille moyenne à rationaliser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à maximiser leur efficacité. L'entreprise nous a bien réussi, vraiment bien. Nous avons des bureaux à Dallas et à Houston, 15 consultants à plein temps et un portefeuille de clients qui regroupe le gratin de l'industrie texane. J'ai rencontré Miranda lors d'un gala de charité il y a 23 ans. Elle travaillait comme comptable pour une organisation à but non lucratif, d'une intelligence redoutable, d'une beauté discrète qui n'avait pas besoin d'être proclamée. Elle avait cette confiance tranquille qui m'a attiré. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant que je ne la demande en mariage. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le Hill Country, et 3 ans plus tard, notre fils Owen est né. Quand il a eu 2 ans, Miranda a rejoint notre entreprise en tant que contrôleuse financière. Cela semblait logique à l'époque. Elle connaissait les chiffres. Je lui faisais entièrement confiance. Et le fait qu'elle gère la comptabilité signifiait une chose de moins à s'inquiéter. Brett pensait aussi que c'était une excellente idée. On garde ça en famille, m'avait-il dit en me tapant dans le dos. Owen vient de commencer sa première année à l'université Texas A&M, en commerce. Un gamin intelligent, la tête sur les épaules. Nous avions économisé pendant des années pour nous assurer qu'il ne sortirait pas de l'université criblé de dettes. Tout semblait se mettre en place. Il y a 3 semaines, je suis rentré plus tôt. Nous venions de conclure un contrat énorme avec un client du secteur manufacturier près de San Antonio, et mon partenaire Brett a suggéré que nous arrêtions pour la journée et allions prendre un verre pour fêter ça. Je lui ai dit que je remettrais ça à plus tard, que je voulais surprendre Miranda à la maison, peut-être l'emmener dîner. Je me suis arrêté chez un bijoutier en chemin, quelque chose que je prévoyais depuis des mois. Nichée dans la poche de ma veste se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur de cette boîte, il y avait une bague en saphir faite sur mesure, un cadeau d'anniversaire. Mais pas n'importe quelle bague. Elle avait appartenu à ma grand-mère, remontée sur un nouvel anneau avec une nouvelle gravure. 22 ans ensemble méritaient quelque chose de significatif. La maison était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieuse. La voiture de Miranda était dans l'allée, mais je n'entendais ni musique ni télévision. J'ai posé ma mallette près de la porte, enlevé mes chaussures et appelé son nom. Rien. Puis j'ai entendu des sons étouffés venant de l'étage. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être en appel professionnel. Sa voix était basse et pressante. Mais en montant les escaliers, les sons sont devenus plus clairs. Des rires, une respiration lourde, le rythme indubitable de quelque chose que je ne voulais pas reconnaître. Je suis resté devant la porte de notre chambre pendant ce qui a semblé une éternité. Ma main planant au-dessus de la poignée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, redescendre ces escaliers et prétendre que je n'étais jamais rentré tôt, mais je ne pouvais pas. J'ai poussé la porte. Miranda était dans notre lit, enlacée avec quelqu'un que je ne connaissais que trop bien. Brett Kinsley, mon associé, mon meilleur ami depuis plus de 20 ans. L'homme qui avait été mon témoin à notre mariage, l'homme qui était le parrain d'Owen. Ils se sont tous les deux figés. Brett s'est précipité pour récupérer ses vêtements, balbutiant quelque chose d'incohérent. Miranda m'a juste regardé, non pas avec honte ou culpabilité, mais avec irritation, comme si je venais de la surprendre en pleine séance de yoga au lieu de détruire les fondations de toute notre vie commune. Brandon, dit-elle d'un ton neutre en remontant le drap. Tu es rentré tôt. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge semblait se serrer. Je suis resté là, à les fixer, la boîte en velours toujours dans ma poche, me semblant plus lourde qu'elle n'aurait dû. C'était juste une fois. Remettant, lança Miranda, sa voix froide et méprisante. Brett a finalement retrouvé sa voix. Mec, je suis désolé.
Je ne voulais pas que ça. Tais-toi, Brett, le coupa t-elle. Puis elle s'est retournée vers moi. Et ce qu'elle a dit ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a eu un petit sourire narquois, un vrai sourire, et a dit, de toute façon, il est meilleur au lit. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement hoché la tête, fait demi-tour et suis sorti. Je ne me souviens pas être monté dans ma voiture. Un instant j'étais debout dans cette embrasure de porte, l'instant d'après j'étais au volant, serrant le volant si fort que mes jointures blanchissaient. La boîte en velours était toujours dans la poche de ma veste, appuyant contre mes côtes comme un couteau. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Les rues de Dallas défilaient en un flou. Les feux de circulation, les vitrines, les autres voitures, tout cela n'avait aucun sens. Mon esprit rejouait la scène en boucle. Le visage de Miranda, ce sourire narquois, la froideur dans sa voix. Brett se dépêchant de remettre son pantalon comme un adolescent surpris par ses parents. 22 ans. 22 ans de mariage, à construire une vie ensemble, à lui faire confiance pour tout ce que j'avais. Et elle avait jeté tout ça comme si ce n'était rien. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans le porte-gobelet. J'ai baissé les yeux. Miranda, puis Brett, puis Miranda à nouveau. Je les ai tous ignorés. Que pouvait-il bien dire qui pourrait améliorer quoi que ce soit? Que c'était une erreur? Qu'ils étaient désolés? Miranda avait déjà clairement indiqué qu'elle n'était pas désolée. Elle était agacée que je les ai surpris. Je me suis garé sur le parking d'un centre commercial et je suis resté là, moteur en marche, à ne rien regarder. Une femme est passée avec une poussette. Un couple est sorti d'un restaurant en riant. Des gens normaux menant des vies normales, inconscients que le monde entier de quelqu'un venait de s'effondrer à quelques mètres d'eux. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto. Je me suis dit de ne pas regarder, mais je l'ai fait quand même. C'était de Miranda. Il faut qu'on parle. Reviens à la maison. J'ai failli rire. Reviens à la maison. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si c'était moi qui devais m'expliquer. Puis un autre texto est arrivé, cette fois de Brett. Mec, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Appelle-moi. J'ai supprimé les deux messages sans répondre. Finalement, j'ai recommencé à conduire. Je n'avais pas de destination en tête jusqu'à ce que je me retrouve devant une petite maison à East Dallas. Mon ami Eric vivait ici. Nous nous connaissions depuis le lycée. Nous étions restés proches même si la vie nous avait entraînés dans des directions différentes. Il était l'une des rares personnes en qui je pouvais avoir confiance. L'une des rares personnes qui ne me jugerait pas ou n'essaierait pas de réparer les choses avant que je sois prêt. J'ai frappé à la porte. Eric a ouvert, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté sans un mot. C'est ça, les vrais amis. Ils savent quand parler et quand simplement vous laisser exister. La chambre d'amis est prête, dit doucement Eric en se dirigeant vers la cuisine. Je vais te chercher une bière. Je suis entré dans la chambre d'amis et je me suis assis sur le bord du lit. La pièce était simple, propre, rien à voir avec la chambre principale que j'avais partagée avec Miranda pendant plus de 2 décennies. J'ai sorti la boîte en velours de ma veste et l'ai posée sur la table de chevet. Le saphir captait la lumière de la fenêtre, scintillant comme s'il ne savait pas qu'il était sur le point de devenir le rappel le plus cher de ma stupidité. Eric est entré avec 2 bières, m'en a tendu une et s'est assis sur la chaise en face de moi. « Tu n'es pas obligé d'en parler ?» a-t-il dit. Elle était avec Brett, ai-je dit, ma voix sortant plate et distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Dans notre lit. Eric n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, a pris une longue gorgée de sa bière et est resté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond, rejouant chaque instant, chaque signe que j'avais manqué, chaque mensonge que j'avais cru. Au matin, l'engourdissement avait commencé à se durcir en autre chose. Pas de la rage, pas encore. Juste une certitude froide et claire que tout était sur le point de changer. La lumière du matin filtrait à travers les stores de la chambre d'amis d'Eric, mais j'étais déjà réveillé depuis des heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 6 heures du matin. Miranda, Brett, Miranda à nouveau. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Quoi qu'ils aient à dire, je ne voulais pas l'entendre. Pas encore. Peut-être jamais.
Vers 8 heures, je me suis finalement levé, j'ai pris une douche et j'ai emprunté une chemise propre à Eric. Il était déjà dans la cuisine en train de préparer le café quand je suis descendu. « Tu as dormi un peu ?» demanda Eric en me tendant une tasse. « Pas vraiment » ai-je dit en prenant une longue gorgée. Le café était fort, amer, exactement ce dont j'avais besoin. Il a hoché la tête, sans insister. C'est ce que j'appréciais chez lui. Il savait quand donner de l'espace et quand simplement exister dans la même pièce sans la remplir de mots vides de sens. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai sorti mon ordinateur portable. Si Miranda et Brett pensaient que j'allais m'effondrer, ils avaient tort. J'avais passé 2 décennies à bâtir une entreprise, à gérer des crises, à résoudre des problèmes qui semblaient impossibles. C'était juste un autre problème. Un problème dévastateur, certes, mais toujours un problème à résoudre. Et j'avais appris il y a longtemps que la meilleure façon de gérer une crise était d'agir. De contrôler ce que l'on pouvait contrôler. Première chose, l'argent. Je me suis connecté à notre compte bancaire joint, celui que Miranda et moi partagions depuis des années. Mon nom était le titulaire principal. Je l'avais configuré ainsi à notre mariage parce que je gérais toutes les finances. J'ai transféré la moitié du solde, environ 43 000 $, sur un compte séparé que j'avais ouvert en ligne ce matin-là. Un compte auquel elle n'avait aucun accès. L'autre moitié pouvait rester pour l'instant. Je n'essayais pas de la laisser sans ressources. Je me protégeais simplement. Puis j'ai changé les mots de passe de tous les comptes auxquels je pouvais penser. Compte bancaire, carte de crédit, portefeuille d'investissement, tout. Chaque fois que je cliquais sur le bouton de confirmation, c'était comme si je coupais un autre fil qui nous avait liés. Ensuite, j'ai appelé notre propriétaire. Le bail de notre maison était uniquement à mon nom. Miranda avait un mauvais crédit quand nous avons emménagé ensemble il y a des années, à l'époque où elle avait des problèmes de prêts étudiants qu'elle n'avait jamais tout à fait résolus. J'avais donc géré toute la paperasse. J'ai expliqué la situation brièvement, professionnellement. En gardant toute émotion à l'écart. Il a été compréhensif. Il m'a dit qu'il y aurait des frais de résiliation anticipés, environ 2 mois de loyer. J'ai payé sur le champ par téléphone avec ma carte de crédit. Fait. Puis sont venues les factures de services publics. Électricité, eau, gaz, internet, tout à mon nom. J'ai appelé chaque compagnie, suis passé par les systèmes automatisés, et finalement parlé à de vraies personnes et programmé les coupures pour la fin de la semaine. Si Miranda voulait garder les lumières allumées, elle pourrait se débrouiller. Elle avait un travail. Elle avait accès à de l'argent, elle s'en sortirait. Je suis passé aux cartes de crédit. Miranda était une utilisatrice autorisée sur 2 de mes cartes, une Visa et une American Express. J'ai appelé les 2 banques et les fait retirer des 2 comptes. Elle les utilisait depuis des mois. Les courses, le shopping, les journées au spa, les cours de yoga, probablement aussi des cadeaux pour Brett. Cela se terminait aujourd'hui. J'ai vérifié les transactions récentes pendant que j'étais au téléphone avec les compagnies de cartes de crédit. Des frais d'hôtel à Dallas à des dates où j'étais en déplacement. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Un achat de bijoux il y a 3 semaines. Mon estomac s'est noué. À midi, j'avais rompu tous les liens financiers auxquels je pouvais penser. Chaque clic, chaque appel, chaque email de confirmation était comme si j'enlevais une couche de peau morte. Je n'étais pas mesquin. J'étais intelligent. Elle m'avait trahi, avait détruit notre mariage, et maintenant elle devrait faire face aux conséquences de ses choix. Je lui avais donné 22 ans de ma vie, ma confiance, ma loyauté. Elle m'avait donné des mensonges. Eric m'observait travailler de l'autre côté de la pièce, sirotant son café. « Tu gères ça mieux que moi », dit doucement Eric. « Je ne gère pas », ai-je répondu en fermant mon ordinateur portable et en me frottant les yeux. Je survis. Il y a une différence. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto d'Owen, mon fils. « Papa, où es-tu ? » Maman est en panique. « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle a dit que tu es parti et que tu ne réponds pas à ses appels. Ma poitrine s'est serrée. Owen ne savait pas encore. Il était encore à l'université, probablement concentré sur ses cours et les matchs de football, à essayer de choisir sa spécialisation, menant la vie d'un jeune de 18 ans normal. Je ne voulais pas l'entraîner dans ce pétrin. Pas encore.
Mais je n'allais pas non plus lui mentir. J'ai répondu, je vais bien. Je reste chez oncle Eric quelques jours. Je t'appellerai bientôt. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur tes cours. Il a répondu immédiatement. Maman a dit que vous vous êtes disputés. Elle est vraiment contrariée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute. C'est ce qu'elle lui avait dit. Comme si c'était une petite querelle sur la façon de charger le lave-vaisselle ou l'oubli de sortir les poubelles. Quelque chose qui passerait en quelques jours. J'ai fixé mon téléphone, essayant de trouver quoi dire. Comment dire à son fils que sa mère a détruit sa famille? Qu'elle couchait avec son parrain? Que les personnes en qui il avait le plus confiance au monde avaient tout trahi? Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Cette fois de Miranda. Tu dois rentrer à la maison. On peut arranger ça. Ne sois pas dramatique. Tu réagis de manière excessive. Dramatique? Ce mot m'a fait bouillir le sang. Je l'avais surprise au lit avec mon meilleur ami, mon associé, l'homme qui s'était tenu à mes côtés à notre mariage et avait promis de soutenir notre union. Et elle pensait que j'étais dramatique. Elle pensait que je réagissais de manière excessive. Un autre texto a suivi. Pense à Owen. Pense à notre famille. Ne jette pas tout ce que nous avons construit pour une seule erreur. Une seule erreur. Elle n'arrêtait pas d'utiliser cette phrase comme si elle l'absolvait de tout. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face contre table. Je ne pouvais pas gérer ça maintenant. J'avais besoin de réfléchir clairement. De planifier mes prochains mouvements sans sa voix dans ma tête. Je dois retourner à la maison, ai-je dit à Eric. Récupérer mes affaires avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide comme changer les serrures ou jeter mes affaires dehors. Eric a hoché la tête, posant sa tasse. Tu veux que je vienne avec toi? Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Je ne me fais pas confiance pour rester calme si elle est là. Eric a pris ses clés. Allons-y alors. Nous avons conduit jusqu'à la maison en silence. Eric n'a pas essayé de combler le silence avec des platitudes inutiles ou des conseils. Il a juste conduit, jetant parfois un coup d'œil vers moi pour s'assurer que je tenais le coup. C'était à peine le cas. Mes mains étaient serrées sur mes genoux, ma mâchoire crispée, mon esprit passant en revue tout ce que je devais prendre, tout ce que je devais protéger. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, la voiture de Miranda était partie. Bien. Je n'étais pas prêt à lui faire face, et je ne me faisais pas confiance pour ne pas dire quelque chose que je regretterais, ou pire, pour ne pas m'effondrer complètement. Eric s'est garé dans la rue et nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée ensemble. J'avais toujours ma clé. Elle a glissé dans la serrure comme d'habitude, a tourné sans effort, et la porte s'est ouverte facilement. Tout semblait pareil. Les meubles que nous avions choisis ensemble dans ce magasin hors de prix d'Uptown Dallas. Les photos sur les murs, des instantanés d'une vie qui n'existait plus. Notre photo de mariage était accrochée au-dessus de la cheminée. Tous les deux souriant comme si nous le pensions, comme si nous croyions en l'éternité. Je suis passé devant sans trop y regarder. Je ne pouvais pas le supporter en ce moment. Je serai rapide, ai-je dit à Eric, ma voix sonnant creuse même à mes propres oreilles. Juste besoin de mes vêtements, de mon ordinateur portable, de quelques documents. Eric a hoché la tête et est resté près de la porte, montant la garde au cas où Miranda reviendrait. Prends ton temps. Je te couvre. Je suis monté dans la chambre. Le lit était fait, les draps changés, les oreillers gonflés comme si elle essayait d'effacer ce qui s'était passé. Comme si changer les draps pouvait en quelque sorte nettoyer le souvenir de ce que j'avais vu. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé à sortir des vêtements, les fourrant dans un sac de sport que j'ai trouvé sur l'étagère du haut. Chemise, pantalon, chaussures, tout ce dont j'aurais besoin pour les prochaines semaines pendant que je trouverais où j'allais vivre, ce que j'allais faire. J'ai pris mon ordinateur portable sur le bureau dans le coin, celui que j'utilisais pour le travail quand je ramenais des choses à la maison. J'ai débranché le chargeur, jeté le tout dans une boîte que j'avais trouvée plus tôt dans le garage. Puis je suis allé à mon classeur et j'ai sorti des documents importants, acte de naissance, passeport, déclaration de revenus, contrat d'affaires, tout ce dont j'aurais besoin si ça tournait mal, et ça allait tourner mal. J'en étais sûr. Puis je suis allé au placard où j'avais caché la bague. La boîte à chaussures était toujours là, poussée au fond sous mes manteaux d'hiver, exactement là où je l'avais laissée des mois auparavant.
Je l'ai sortie et ouverte, sachant déjà ce que j'allais trouver, mais espérant en quelque sorte que je me trompais. Vide. Mon estomac s'est noué. J'ai fouillé dans le placard, vérifiant chaque boîte, chaque tiroir, chaque étagère, chaque poche de chaque manteau. Rien. La bague était partie. La bague de ma grand-mère. Celle qu'elle avait portée pendant 50 ans. Celle qu'elle m'avait transmise sur son lit de mort, les larmes aux yeux, en me disant de la donner à quelqu'un qui la mériterait. Quelqu'un qui la chérirait comme mon grand-père l'avait chérie. Puis je l'ai vue. Un reçu niché dans le coin du sol du placard, à moitié caché sous une paire de ses chaussures de course. Je l'ai ramassé et l'ai lu. Mes mains ont commencé à trembler. A+ Pawn Shop, 2847 Commerce Street. Une bague en saphir, anneau en platine, pièce de succession. $450. $450. C'est ce que la bague de ma grand-mère valait pour elle. C'est ce que 22 ans de mariage valaient. C'est ce que mon amour, ma confiance, ma loyauté valaient. $450 et quelques après-midi au lit avec mon meilleur ami. Je suis resté là un long moment, à regarder le reçu, sentant quelque chose à l'intérieur de moi se durcir encore plus. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la cruauté. C'était elle qui prenait tout ce que j'avais valorisé, tout ce que j'avais chéri, et le transformait en argent liquide pour financer sa liaison. J'ai fourré le reçu dans ma poche et j'ai fini de faire mes bagages. Agissant plus vite maintenant, poussé par quelque chose de plus froid que la colère. La colère brûle intensément et s'estompe. C'était différent. C'était de la glace. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un bloc-notes dans le tiroir où Miranda gardait ses listes de courses et ses rappels, et j'ai griffonné un message rapide de mon écriture. Le bail se termine dans 30 jours. Les services publics seront coupés d'ici vendredi. Tu es seul maintenant. Bonne chance. J'ai laissé la note sur le comptoir à côté de la cafetière, où je savais qu'elle la verrait la première chose le matin. J'ai pris mes affaires et je suis sorti. Eric attendait près de la voiture. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé de questions. Il a juste ouvert le coffre, m'a aidé à tout charger, et nous sommes partis. Alors que nous nous engagions sur la route principale, j'ai vu la voiture de Miranda arriver en sens inverse. Nos regards se sont croisés une seconde à travers les pare-brises. Son visage a changé instantanément. Confusion, puis réalisation, puis panique. Elle a freiné brusquement, a essayé de faire demi-tour au milieu de la rue, mais le trafic était trop dense. Des voitures ont klaxonné. Quelqu'un a crié. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, essayant frénétiquement de manœuvrer. Son visage tordu par le désespoir. Et puis elle a disparu de ma vue. Bien. Quelle panique. Qu'elle se demande ce que j'avais pris, ce que je savais, ce que je préparais. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette chambre, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti du pouvoir. Eric m'a regardé alors que nous nous insérions sur l'autoroute. Ça va? Oui, ai-je dit, surpris de constater que je le pensais. Ça va. De retour chez Eric, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai finalement rallumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé comme un feu d'artifice. 38 appels manqués, 52 textos, 10 messages vocaux. La plupart venaient de Miranda, certains de Brett, quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement ses parents ou sa sœur essayant de se mêler de quelque chose qui ne les regardait pas. J'ai ignoré les appels et les messages vocaux. Je n'étais pas prêt à entendre leur voix. Pas prêt pour les larmes ou les excuses ou la performance qu'ils avaient répétée. Mais les textos, ceux-là, je devais les lire. J'avais besoin de comprendre quelle histoire ils essayaient de tisser, quel mensonge ils se préparaient à raconter à tous ceux que nous connaissions. Les messages de Miranda ont commencé avec colère. Où es-tu? Réponds à ton téléphone. C'est ridicule. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Puis ils sont passés à la panique quand elle a réalisé ce que j'avais fait. Les comptes bancaires sont gelés. Tu as coupé les services publics. Comment suis-je censé payer le loyer? C'est de l'abus financier. Abus financier. Cette phrase m'a fait rire. Un son amer qui m'a même surpris. J'avais passé 22 ans à subvenir à ses besoins, à construire une vie pour nous, à m'assurer qu'elle n'aurait jamais à s'inquiéter pour l'argent.
Et maintenant que j'avais cessé de financer son style de vie, cessé de payer pour qu'elle vive confortablement pendant qu'elle détruisait notre mariage, je la maltraitais. Puis le ton a changé pour le désespoir. Brandon, s'il te plaît. Nous devons en parler comme des adultes. J'ai fait une erreur, mais ne jette pas 22 ans pour une seule erreur. Pense à Owen. Pense à notre fils. Ne fais pas ça à notre famille. Notre famille. Elle n'arrêtait pas d'utiliser ces mots comme s'ils avaient encore un sens. Comme si elle n'avait pas déjà détruit notre famille au moment où elle a invité Brett dans notre lit. Les messages de Brett étaient différents, plus calculés, plus manipulateurs. Mec, je sais que tu souffres. Je le serais aussi si j'étais à ta place, mais parlons-en. Nous sommes amis depuis 20 ans. Ne laisse pas ça détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Puis plus agressif. Tu fais une énorme erreur. Pense à l'entreprise. Pense à nos clients. Pense aux 15 personnes qui dépendent de nous pour leur gagne-pain. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras juste parce que tu es en colère. Juste parce que je suis en colère. Comme si la colère était une réponse déraisonnable au fait de trouver sa femme et son meilleur ami ensemble. Comme si j'étais censé être calme et rationnel à ce sujet. Puis j'ai vu des messages de personnes que je n'attendais pas. Claire, la sœur cadette de Miranda, a envoyé 3 textos. Brandon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Miranda est au plus mal. S'il te plaît, appelle-la. Quoi que ce soit, vous pouvez arranger ça. Vous le faites toujours. Mon ami Tom de la salle de sport a écrit, « Et mec, j'ai entendu dire que les choses sont difficiles. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Les bières sont pour moi quand tu seras prêt. » Même ma belle-mère Patricia a envoyé un message. Brandon, cher. Miranda m'a dit que vous vous êtes disputés. Ces choses arrivent dans un mariage. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de pardonner. Rentre à la maison et parle-lui. Une dispute. C'est ce que Miranda racontait aux gens. Pas qu'elle avait triché. Pas qu'elle m'avait trahi, juste que nous nous étions disputés. Elle contrôlait déjà le récit. Elle jouait déjà la victime. J'avais besoin de preuves. Pas pour moi. J'en avais assez vu de mes propres yeux. Mais pour le moment où cela deviendrait inévitablement public, où les gens commenceraient à prendre parti, où Miranda essaierait de me peindre comme le méchant qui a abandonné sa femme pour rien. J'avais besoin de documents qui montraient la vérité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout compiler. Les relevés bancaires montrant les dépenses excessives de Miranda au cours des 6 derniers mois. Les factures de cartes de crédit avec des frais d'hôtel à Dallas où je n'avais jamais séjourné. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Un achat de bijoux il y a 3 semaines que je n'avais jamais reçu. Le reçu du prêteur sur gage pour la bague de ma grand-mère, soigneusement photographié et sauvegardé. Des captures d'écran de chaque texto, de chaque appel manqué, de chaque preuve qui montrait la chronologie des événements. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé. J'ai appelé un avocat. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de quelqu'un que je n'attendais pas, Leia Brox. Elle était amie avec Miranda depuis l'université. Une de ces amitiés qui avait duré à travers les mariages, les enfants, les déménagements à travers le pays. J'avais toujours aimé Leia. Elle était directe, ne tolérait pas les bêtises, avait une façon de voir à travers les façades des gens. Mais elle était l'amie de Miranda, pas la mienne, alors j'ai été surpris de voir son nom sur mon écran. Son message était bref. Brandon, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je pense que tu devrais savoir quelque chose. On peut se parler? C'est important. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu à la première sonnerie. Brandon, dit Leia, sa voix prudente, mesurée. Je n'étais pas sûr de devoir te contacter, mais je ne pouvais plus rester silencieuse. Pas après ce que Miranda raconte aux gens. Qu'est-ce qu'elle dit, ai-je demandé, sachant déjà que ce ne serait pas la vérité. Que tu as réagi de manière excessive à un malentendu, dit Leia. Que tu es entré sur quelque chose qui avait l'air mauvais mais qui n'était pas ce qu'il semblait. Que tu es distant et froid depuis des mois et qu'elle pense que tu fais une sorte de dépression nerveuse. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Et tu m'appelles pour me dire que tu la crois. Non, dit fermement Leia. Je t'appelle pour te dire qu'elle ment. Brandon, ce n'était pas une histoire d'un soir. Je le sais depuis des mois.
Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Depuis combien de temps? Au moins 4 mois dont je suis certaine, répondit Leia. Peut-être plus. Je les ai vus ensemble dans un restaurant à Fort Worth en février dernier. Ils se tenaient la main par-dessus la table, s'embrassaient, se comportaient comme un couple. J'ai confronté Miranda à ce sujet le lendemain, et elle s'est effondrée, a tout avoué. M'a supplié de ne pas te le dire. Elle a dit que c'était compliqué, qu'elle était confuse quant à ses sentiments, qu'elle y mettrait fin bientôt. De toute évidence, elle ne l'a pas fait. 4 mois minimum, ce qui signifiait que chaque nuit tardive au bureau, chaque voyage d'affaires pour lequel elle prétendait que Brett avait besoin d'aide. Chaque week-end où elle disait qu'elle retrouvait des amis pour le brunch, tout était des mensonges. Chaque fois que je l'embrassais pour lui dire au revoir le matin, chaque fois que je lui disais que je l'aimais, elle me trahissait déjà. Pourquoi me le dis-tu maintenant, ai-je demandé, ma voix rauque. Parce que tu mérites de connaître la vérité, dit Leia. Et parce que Miranda m'a appelé hier en essayant de me faire témoigner pour elle, de te dire que c'était juste une erreur d'un soir, de l'aider à te convaincre de lui pardonner. Je ne peux pas faire ça, Brandon. Je ne mentirai pas pour elle. Pas à ce sujet. Merci, ai-je dit doucement, d'être honnête avec moi. Il y a autre chose que tu dois savoir, continua Leia, sa voix baissant. Brett est marié. Sa femme, Emma, est enceinte de 7 mois de leur premier enfant. Je ne sais pas si elle est au courant de la liaison, mais elle mérite de l'être. Mon sang se glaça. Brett était marié. Je le savais, bien sûr. J'avais été à leur mariage il y a 5 ans, j'étais là en tant que son témoin, j'avais porté un toast à leur avenir. Mais je n'avais pas pensé à Emma dans tout ça. Je n'avais pas considéré qu'elle était une autre victime dans ce pétrin. Et elle était enceinte, portant l'enfant de Brett pendant qu'ils détruisaient leur mariage. Je ne sais pas si elle le sait, ai-je dit. Mais tu as raison. Elle devrait le savoir. J'ai son numéro si tu le veux, proposa Leia. J'ai hésité. Est-ce que je voulais être celui qui le dirait à Emma? Est-ce que je voulais être responsable de détruire son monde comme le mien avait été détruit? Envoie-le-moi, ai-je finalement dit. Parce que si quelqu'un me l'avait dit plus tôt, si quelqu'un m'avait prévenu avant que je ne les surprenne, j'aurais peut-être pu mieux me protéger. Peut-être que ça aurait fait moins mal. 20 minutes plus tard, je regardais les coordonnées d'Emma Kingsley, essayant de trouver les mots justes pour dire à une femme enceinte que son mari la trompait avec ma femme. J'ai fixé le numéro de téléphone d'Emma Kingsley pendant 20 minutes avant de finalement trouver le courage de taper un message. Ma main tremblait légèrement pendant que j'écrivais, effaçais et réécrivais les mots. Comment dire à une femme enceinte que son mari a été infidèle? Comment annoncer une nouvelle qui va faire voler son monde en éclats? Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple et direct. Emma, c'est Brandon, l'associé de Brett. Je suis désolé de vous contacter de cette manière, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Brett a une liaison avec ma femme. Miranda. Je les ai trouvés ensemble chez moi il y a 3 jours. Je pensais que vous méritiez de connaître la vérité. Si vous avez besoin de preuves ou si vous voulez parler, je suis là. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine d'Eric et j'ai attendu. Mon cœur battait à tout rompre. Une partie de moi espérait qu'elle ne répondrait pas, que peut-être elle le savait déjà, que peut-être ce serait plus facile que je ne l'imaginais. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Je savais que quelque chose n'allait pas, a répondu Emma. Il est distant depuis des mois, travaille tard tout le temps, prend des appels dans l'autre pièce. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, que c'était juste le stress du travail. Merci de me l'avoir dit. J'ai besoin de voir des preuves. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais. Des captures d'écran de textos que j'avais trouvés sur l'iPad de Miranda qu'elle avait oublié de supprimer. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel et des additions de restaurants à des dates où j'étais en déplacement. Des photos que j'avais prises du reçu du prêteur sur gage pour la bague de ma grand-mère. J'ai tout étalé. Chaque preuve qui démontrait que ce n'était pas un malentendu ou une erreur d'un soir. La réponse d'Emma est arrivée 30 minutes plus tard. Je suis enceinte de 7 mois de son enfant. 7 mois. Et il faisait ça pendant tout ce temps. Ma poitrine s'est serrée en lisant ces mots. Je suis vraiment désolé, Emma. Vous ne méritiez pas ça.
Aucun de nous deux ne le méritait. Non, c'est vrai, a-t-elle répondu. Mais ils ne vont pas s'en tirer comme ça. J'appelle un avocat demain matin et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme est vraiment Brett Kingsley. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto d'Emma. J'ai fait quelque chose hier soir. Je pensais que tu devrais le savoir. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé au bureau, a écrit Emma. J'ai les clés parce que Brett perd toujours les siennes. J'ai fouillé son bureau, son ordinateur, ses dossiers. Brandon, cette liaison dure depuis au moins 6 mois. J'ai trouvé des emails, des réservations d'hôtels. Tout. Ils utilisaient les cartes de crédit de l'entreprise pour payer leur chambre d'hôtel. C'est du détournement de fonds. 6 mois, encore plus longtemps que Leia ne le pensait. Ce qui signifiait que chaque voyage d'affaires, chaque nuit tardive au bureau, chaque fois que Brett avait dit qu'il travaillait sur une grosse proposition client, il était avec Miranda. J'ai pris des photos de tout, a poursuivi Emma. Et je les ai envoyées au conseil d'administration de votre entreprise ce matin. Brett a volé l'entreprise pour financer sa liaison. Cela viole son obligation fiduciaire en tant que partenaire. Ils devront enquêter. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Emma venait d'armer la structure de l'entreprise contre eux. Si le conseil lançait une enquête et trouvait des preuves de détournement de fonds, Brett pourrait être démis de ses fonctions de partenaire. Il pourrait tout perdre. Merci, ai-je répondu. D'avoir fait ce que j'aurais dû penser à faire. Nous sommes dans le même bateau maintenant, a répondu Emma. Ils ont détruit nos familles. Assurons-nous qu'ils subissent de vraies conséquences. J'ai appelé mon avocate, Patricia Holt, et lui ai expliqué tout ce qu'Emma avait trouvé. Elle est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Monsieur est, dit finalement Patricia, sa voix nette et professionnelle. Si ce qu'Emma a trouvé est exact, votre femme et votre associé ont commis une fraude. Cela change tout. Nous ne parlons plus seulement d'un divorce. Nous parlons de possibles poursuites pénales. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Richard Hoffman, le président du conseil d'administration de notre entreprise. Je connaissais Richard depuis 15 ans. Je le respectais, je faisais confiance à son jugement. Sa voix était grave quand il a parlé. Brandon, nous devons parler des allégations qu'Emma Kingsley a portées à notre attention, a dit Richard. Le conseil a examiné les preuves qu'elle a fournies. J'ai bien peur que ce soit pire que nous le pensions. À quel point pire, ai-je demandé, me préparant déjà. Brett a utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel, des dîners et des voyages pendant au moins 8 mois, a dit Richard. Nous parlons de 73 000 $ de frais frauduleux. Il les facturait comme des frais de représentation de clients, mais nous avons contacté les clients qu'il prétendait avoir invités. Aucun d'eux n'a jamais été à ces endroits. 73 000 $. Brett avait volé 73 000 $ à notre entreprise, à nos employés, à l'entreprise que nous avions bâtie ensemble, juste pour financer sa liaison avec ma femme. Il y a plus, a poursuivi Richard. Miranda, en tant que contrôleuse financière de l'entreprise, a approuvé chacun de ses rapports de dépenses frauduleux. Elle les a signés, a traité les remboursements et ne les a jamais signalés comme suspects. Soit elle était complice du vol. Soit elle a fait preuve d'une négligence criminelle dans ses fonctions. Mes mains se sont serrées en poing. Miranda ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait aidé Brett à voler notre entreprise, l'avait aidé à couvrir ses traces, l'avait aidé à détruire tout ce pour quoi nous avions travaillé. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Le conseil se réunit demain matin, a dit Richard. Nous allons voter pour savoir s'il faut mettre fin au partenariat de Brett et renvoyer l'affaire aux forces de l'ordre. Nous allons également mettre fin à l'emploi de Miranda avec effet immédiat. Je suis désolé, Brandon. Je sais que c'est votre femme. Mais nous ne pouvons pas ignorer un vol de cette ampleur. Ce n'est plus ma femme, ai-je dit doucement. Faites ce qui doit être fait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'Owen. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman m'a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle a perdu son travail. Elle a dit que tu essaies de la détruire. Est-ce que c'est vrai? J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et j'ai appelé mon fils. Il était temps qu'il sache la vérité. Owen, ai-je dit quand il a répondu,
je dois te dire quelque chose et ça va être difficile à entendre. Papa, tu me fais peur, a répondu Owen, sa voix tremblant légèrement. Ta mère a eu une liaison avec Brett, ai-je dit, les mots sortant plats et sans émotion. Je les ai trouvés ensemble il y a 3 jours. Je suis entré et je les ai vus dans notre chambre. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que j'ai coupé le soutien financier. Et maintenant, nous avons découvert que Brett a volé l'entreprise et que ta mère l'a aidé à le couvrir. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu Owen prendre une inspiration tremblante. Tonton Brett, dit finalement Owen, sa voix se brisant. Mon parrain. Oui, ai-je dit. Et maman le savait. Elle l'a aidé. Oui. Un autre long silence. Puis Owen a de nouveau parlé, sa voix plus dure maintenant, plus froide. J'ai besoin de temps pour digérer ça, papa. Mais je te crois. Maman agit bizarrement depuis des mois. Je pensais que c'était juste le stress du travail, mais maintenant ça a du sens. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit. Je suis là quand tu seras prêt à parler. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le salon d'Eric et j'ai fixé le mur. Mon fils connaissait la vérité maintenant. Mon associé était sur le point de tout perdre. Ma femme était sur le point de faire face à des accusations criminelles. La réunion du conseil d'administration a eu lieu un jeudi matin. Je n'ai pas été invité, ce qui était probablement mieux. J'aurais dit des choses que je n'aurais pas pu reprendre, fait des choses qui n'auraient aidé personne. Au lieu de cela, je suis resté assis dans le salon d'Eric, attendant l'appel qui me dirait quelle décision ils avaient prise. Richard Hoffman m'a appelé à 11h30. Sa voix était sombre mais ferme. Brandon, le conseil a voté à l'unanimité pour mettre fin au partenariat de Brett Kingsley avec effet immédiat, a dit Richard. Il a été retiré de tous les comptes de l'entreprise, privé de ses accès et escorté hors du bâtiment. Nous transmettons également l'affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Et Miranda ? Son emploi a été résilié ce matin, a dit Richard. Nous avons également intenté une action civile contre deux pour récupérer les fonds volés. Nos avocats pensent que nous avons un dossier solide. Merci, Richard, ai-je dit doucement. D'avoir géré cela de la bonne manière. Tu as bâti cette entreprise, Brandon, a répondu Richard. Toi et ton intégrité. Nous n'allons pas laisser 2 personnes détruire ce que tu as travaillé si dur à créer. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon avocate, Patricia Holt, dans son bureau du centre-ville de Dallas. Elle avait des nouvelles. L'avocat de Miranda m'a contacté ce matin, a dit Patricia en faisant glisser un dossier sur son bureau. Elle veut négocier un accord à l'amiable. Elle propose de signer les papiers du divorce sans rien contester si vous acceptez de ne pas porter plainte au pénal. Non, ai-je dit immédiatement. Elle ne s'en tirera pas en payant. Patricia a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Je pensais que vous diriez ça. Voici ce que je recommande. Nous poursuivons le divorce. Nous laissons l'entreprise poursuivre son action civile et nous laissons le procureur décider s'il y a lieu d'engager des poursuites pénales. Vous vous concentrez sur la reconstruction de votre vie. Et la bague, ai-je demandé. La bague de ma grand-mère. Patricia a sorti un autre document. J'ai déjà contacté le prêteur sur gage. Ils l'ont encore. La période de rachat n'a pas encore expiré. Je peux envoyer quelqu'un la récupérer aujourd'hui si vous le souhaitez. Oui, ai-je dit. Je la veux. 2 jours plus tard, j'étais assis dans ce même prêteur sur gage, tenant la bague en saphir de ma grand-mère dans ma main. Le bijoutier l'avait nettoyée, et elle scintillait sous les lumières fluorescentes comme si elle n'avait pas été trahie et vendue pour $450. Vous avez de la chance, a dit le commis. 1 semaine de plus et elle aurait été vendue. De la chance. J'ai failli rire de ce mot. Mais en sortant du prêteur sur gage avec la bague en sécurité dans ma poche, j'ai réalisé que j'étais peut-être chanceux. Chanceux de l'avoir découvert quand je l'ai fait. Chanceux d'avoir des amis comme Eric qui m'ont donné un endroit où rester sans poser de questions. Chanceux d'avoir un fils qui croyait en moi. Chanceux d'avoir échappé à un mariage qui avait été construit sur des mensonges. Ce soir-là, Emma Kingsley m'a appelé. Je voulais que tu saches, a dit Emma, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue auparavant.
Brett est passé à la maison aujourd'hui pour prendre ses affaires. Il a essayé de s'excuser, d'expliquer. Je lui ai dit que la seule chose que je voulais de lui, c'était un divorce et une pension alimentaire. Il ne fera pas partie de la vie de ce bébé. Pas après ce qu'il a fait. Je suis désolé, Emma, ai-je dit. Vous et votre bébé méritez mieux. Toi aussi, a répondu Emma. Mais nous allons nous en sortir, Brandon. Nous sommes tous les deux plus forts qu'ils ne nous l'ont jamais accordé. Elle avait raison. J'étais déjà plus fort que je ne l'avais été une semaine auparavant. Plus clair, plus concentré. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette chambre, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, j'allais survivre à ça. 4 mois plus tard, je me tenais dans le salon vide de mon nouvel appartement à Uptown, Dallas. C'était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Miranda, mais c'était le mien. Chaque meuble, chaque assiette, chaque serviette avait été choisi par moi, pour moi. Pas de compromis, pas de décision partagée, juste mon espace, mes règles, ma vie. Owen est passé cet après-midi-là pour m'aider à déballer les dernières boîtes. Il restait avec moi les week-ends, revenant de Texas A&M dès qu'il le pouvait. Notre relation s'était renforcée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le divorce l'avait blessé, je le savais, mais cela lui avait aussi montré que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de s'éloigner des personnes qui ne vous valorisent pas. « Papa, où veux-tu ça ?» demanda Owen, tenant une photo encadrée de nous deux lors de sa remise de diplôme du lycée. « Sur la bibliothèque, ai-je dit. Juste au centre. » Owen l'a placée avec soin, puis a reculé pour la regarder. « Tu as eu des nouvelles de maman récemment ?» Non, ai-je dit. Et toi? Elle appelle parfois, a admis Owen. Tente d'expliquer. Tente de justifier ce qu'elle a fait. Je n'ai pas vraiment envie d'entendre ça. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. C'est juste, ai-je dit. Tu ne lui dois pas le pardon juste parce que c'est ta mère. Le divorce avait été finalisé 2 semaines auparavant. Miranda avait finalement signé les papiers sans rien contester. Probablement parce que son avocat lui avait dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle était partie avec presque rien. Pas de pension alimentaire, pas de part de l'entreprise, aucune prétention sur nos biens. Le contrat de mariage que nous avions signé il y a 22 ans m'avait protégé, et son infidélité avait annulé toute réclamation qu'elle aurait pu avoir. Brett s'en était sorti encore plus mal. Le procureur avait engagé des poursuites pénales pour détournement de fonds et fraude. Il risquait jusqu'à 5 ans de prison. Sa femme, Emma, avait demandé le divorce et la garde exclusive de leur fille, née il y a 6 semaines. J'avais envoyé des fleurs à Emma à l'hôpital avec une carte qui disait simplement « Félicitations. Tu seras une mère incroyable. » L'entreprise prospérait sans eux. J'avais fait entrer un nouvel associé, quelqu'un que je connaissais professionnellement depuis des années, mais avec qui je n'avais jamais travaillé de près. Nous décrochions de nouveaux clients, nous nous étendions à Houston et San Antonio, construisant quelque chose d'encore plus solide qu'avant. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Eric. Dîner ce soir? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. J'ai souri. Eric essayait, pas si subtilement, de me caser avec diverses femmes depuis 1 mois. Je n'étais pas encore prêt. Pas vraiment. Mais j'appréciais ses efforts. D'accord, ai-je répondu, mais sans promesse. J'ai regardé autour de mon nouvel appartement, la vie que je construisais à partir de zéro. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé en concevant cette bague en saphir pour Miranda, mais c'était la mienne. Et elle était honnête, et elle était bonne. Owen posa sa main sur mon épaule. « Ça va, papa ?» « Oui, dis-je, et je le pensais. Je vais bien. J'avais appris quelque chose d'important au cours des 4 derniers mois. La trahison n'a pas à vous détruire. Elle peut révéler qui vous êtes vraiment, de quoi vous êtes vraiment fait. Et parfois, tout perdre est le premier pas pour se retrouver. La bague reposait maintenant dans un coffre-fort, attendant la bonne personne. Quelqu'un qui la chérirait comme ma grand-mère l'avait fait. Quelqu'un qui apprécierait la loyauté, l'honnêteté et l'amour. Quelqu'un qui la mériterait. Cette personne n'était pas Miranda. Mais un jour, quand je serais prêt, cette personne arriverait et je serais prêt pour elle.